Des centaines d'insurgés viennent d'être éliminés dans la contre-offensive la plus meurtrière jamais lancée par le Burkina Faso. Soutenus pour beaucoup par des intérêts étrangers, ces combattants ont été neutralisés avec une efficacité qui interpelle. Mais derrière cette victoire militaire, une question brûlante demeure. Qui orchestre réellement ce chaos? Pourquoi ce petit pays sahélien est-il devenu un champ de bataille si convoité? Quand on pense au Burkina Faso, ce ne sont pas des cellules armées équipées de téléphones satellitaires et de fusils venus d'Occident qui nous viennent à l'esprit. Et pourtant, cette nation discrète de l'Afrique de l'Ouest s'est transformée en l'un des théâtres de guerre les plus surveillés de la planète. Ce n'est pas le pétrole qui attire les vautours, c'est quelque chose de plus dangereux encore, une volonté d'indépendance. Depuis 2015, Mais il ne s'agit pas de milices isolées au discours idéologique flou. Ce sont des réseaux transnationaux bien structurés, dotés d'une discipline militaire redoutable. Ils traversent les frontières comme si elles n'existaient pas, ils communiquent par des applications cryptées, ils possèdent des armes que même certaines armées africaines ne peuvent se procurer. alors comment en est-on arrivé là? La réponse se trouve dans les traces laissées par les interventions étrangères. Ce sont souvent les mêmes puissances qui prétendent combattre le terrorisme qui en facilitent la propagation. Pendant des années, des coalitions internationales, notamment l'opération Barkhane dirigée par la France, ont mené des opérations antiterroristes. Pourtant, la violence n'a cessé d'augmenter. Plus on lançait des missions de contre-insurrection, plus de nouvelles zones d'instabilité apparaissaient. D'où venaient ces insurgés? Du Mali, du Niger, de zones où les forces étrangères distribuaient autrefois de l'aide humanitaire, d'une main et des frappes de drones de l'autre. Mais lorsque ces mêmes forces furent poussées vers la sortie, d'abord au Mali, puis au Burkina Faso, un phénomène étrange s'est produit. La violence a changé de forme. Moins aléatoire, plus ciblée, et surtout davantage orientée vers la déstabilisation des nouvelles autorités locales. Au Burkina Faso, cette cible, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Est-ce une coïncidence ou les conséquences d'une volonté punitive? Soyons clairs. L'insécurité dans le Sahel ne date pas d'hier. Mais ce qui se passe aujourd'hui est plus complexe. On ne parle plus seulement d'idéologues en armes. On parle de pions dans une guerre géopolitique plus vaste, qui profite du chaos au Burkina Faso. Pas les agriculteurs, pas les enfants qui marchent de kilomètres pour aller à l'école. Mais des compagnies minières étrangères, des trafiquants d'armes et certains... Son premier geste symbolique fut radical, rompre la coopération militaire avec la France, sans appel, sans tergiverser, juste une rupture nette. Après presque 10 ans d'interventions étrangères inefficaces, il a dit tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Vous n'êtes pas là pour nous sauver, vous êtes là pour défendre vos intérêts. Résultat, les soldats français ont plié bagage. Les réseaux de renseignement ont été coupés, les aides suspendues, les médias occidentaux se sont déchaînés. Du jour au lendemain, Traoré n'était plus un jeune capitaine. Il devenait un dictateur en puissance, un danger pour la démocratie. Mais de quelle démocratie parle-t-on? Celle qui n'a jamais empêché les balles? Celle qui n'a jamais équipé les soldats? Celle qui n'a jamais protégé les populations rurales? Son deuxième choix stratégique fut tout aussi iconoclaste, accueillir des instructeurs militaires russes. Ce n'était pas un jeu idéologique, ce n'était pas une nostalgie de la guerre froide, c'était un message. Le Burkina Faso choisira désormais ses partenaires, pas ceux qui posent des conditions, pas ceux qui imposent des réformes, mais ceux qui respectent sa souveraineté. Les Russes n'arrivaient pas avec un passé colonial, pas avec des dettes masquées. Ils arrivaient avec une logique militaire, pas politique. Et c'est cela que Traoré voulait montrer. Le combat au Burkina Faso n'est pas uniquement contre des hommes en armes. C'est une lutte contre une structure qui entretient la guerre pour mieux piller les richesses, qui empêche l'autonomie au nom de la stabilité. Mais la stabilité imposée n'est pas la paix, c'est la paralysie. Aujourd'hui, Traoré incarne un espoir, pas parce qu'il a toutes les réponses, mais parce qu'il ose poser les bonnes questions.
Et pendant que certains veulent que le pays replonge dans la dépendance, il trace une nouvelle voie. Une voie incertaine, dangereuse, mais libre. Burkina Faso est debout. Pas parce qu'il est invincible, mais parce qu'il refuse désormais de s'agenouiller. Et peut-être, juste peut-être, c'est cela que le monde redoute le plus. La dignité du Burkina Faso ne serait plus jamais troquée contre de l'aide humanitaire ou une sécurité illusoire. Mais avec ce choix d'indépendance, le pays s'est exposé à de nombreux dangers. Le retrait des forces françaises a laissé derrière lui un vide stratégique, un vide que certains acteurs tapis dans l'ombre ont rapidement exploité. Ceux qui jadis opéraient sous la bienveillance de l'ancien ordre n'ont pas disparu. Ils ont simplement changé de visage. Ils ont modifié leur discours, ajusté leur stratégie et se sont remis en mouvement. Ce qui a suivi fut une vague d'attaques méthodiques, ciblées, des assauts précis contre les institutions de l'État, des sabotages d'infrastructures clés, des massacres dans des villages, identifiés comme soutenant la nouvelle direction. Ces agressions n'étaient pas aléatoires. C'était un châtiment, une riposte organisée contre un gouvernement qui avait osé rompre les chaînes. Pourtant, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas flanché. Au lieu de céder à la panique, il a redoublé d'efforts, il a renforcé les milices locales, amélioré la logistique militaire sur les lignes de front et lancé des offensives audacieuses dans des eaux longtemps contrôlées par l'ennemi. En l'espace de quelques mois, des centaines d'insurgés ont été neutralisés. Parmi eux, certains détenaient des équipements et des fonds dont l'origine laissait peu de doute. Des appuis extérieurs étaient en jeu. Pendant que les chancelleries occidentales dénonçaient des méthodes extrêmes, une grande partie de l'opinion africaine y voyait au contraire de la cohérence. Trop souvent, les peuples du Sahel avaient vu leurs dirigeants parlementer pendant que les villages brûlaient. Cette fois-ci, un chef agissait sans demander d'autorisation. Mais à mesure que Traoré gagnait des batailles militaires, un nouvel ennemi se dessinait. Invisible, silencieux et bien plus sournois, l'ennemi intérieur. Pas celui qui porte un fusil, mais celui qui murmure dans les couloirs du pouvoir. Des rumeurs commencèrent à circuler, des tensions au sein de l'armée, des réunions obscures entre officiers, des fuites d'informations sensibles. Sur des canaux télégrammes cryptés, le mot coup d'État fit son apparition. Quoi de plus efficace pour stopper un chef insoumis que de retourner ses propres hommes contre lui, et c'est là que se joue le nouveau chapitre de cette guerre, non plus dans la brousse, mais au cœur même de l'appareil militaire. Une trahison orchestrée depuis l'intérieur, visant à briser la révolution avant qu'elle ne puisse porter ses fruits. Début 2025, tandis que l'armée burkinabé enchaîne les victoires contre les poches insurgées, une menace plus dangereuse prend forme. Elle ne se trouve ni dans les forêts, ni dans les bases ennemies, mais dans les rangs des unités censées protéger le peuple. Au lieu de réagir brutalement, Traoré a laissé la conspiration mûrir. Le but? Attraper toute la toile, pas seulement les mouches. Une fois le filet tendu, les arrestations furent lancées dans la discrétion. Des caches d'armes ont été découvertes, des valises de devises étrangères saisies et les principaux instigateurs neutralisés avant même que le grand public ne sache ce qui se tramait. Mais les révélations post-coup furent encore plus choquantes. Les conspirateurs ne travaillaient pas uniquement avec des groupes armés locaux. Ils étaient en lien avec des agents de l'ombre, rattachés à des services de renseignement étrangers, opérant depuis des pays voisins. Leur objectif était clair: renverser le gouvernement burkinabé de l'intérieur et restaurer l'ancien ordre post-colonial. Cette trahison fut un électrochoc pour l'exécutif. Traoré comprit alors que tous les ennemis ne portent pas de Kalachnikov. Certains portent l'uniforme national, d'autres parlent un français irréprochable, et certains détiennent même un passeport diplomatique. En réponse, il lança une réorganisation profonde de l'armée. Les chaînes de commandement furent nettoyées, des audits financiers internes réalisés et les officiers au patrimoine inexpliqué mis à l'écart. Une stratégie inédite fut mise en œuvre: l'intelligence communautaire. Des civils de confiance,
formés et insérés dans les villages, furent chargés de surveiller et de rapporter les comportements suspects des militaires. C'était la naissance d'un modèle de sécurité populaire adapté au contexte local, loin des manuels occidentaux. Mais les blessures laissées par cette tentative de coup d'État restent vives. Elle a démontré que l'ennemi le plus dangereux n'est pas toujours celui qui envahit. Parfois, il infiltre, il ronge, il divise. Le Burkina Faso comprit alors qu'il devait mener 2 combats, un contre les groupes armés dans les campagnes et un autre contre les traîtres dans les couloirs du pouvoir. Cependant, le terrain le plus glissant n'était ni la forêt ni la caserne. C'était celui où l'ennemi se confond avec le voisin, là où la ligne entre civils et insurgés devient floue, où la méfiance peut devenir un outil de guerre. Et c'est justement dans les villages que ce nouveau front a surgi au cœur des communautés, où choisir son camp peut parfois se faire un fusil pointé sur la tempe. Dans tout conflit, vient un moment où les lignes de front disparaissent. Et au Burkina Faso, cette disparition commence dans les hameaux isolés. Après avoir déjoué un coup d'État nourri par des complicités étrangères, le gouvernement burkinabé s'est retrouvé confronté à un dilemme bien plus subtil. La guerre de l'identité. Une guerre, le Burkina Faso a tranché. Sa dignité ne serait plus échangée contre de l'aide conditionnée ou des promesses de sécurité illusoires. Mais ce choix audacieux n'était pas sans conséquences. Lorsque les forces françaises ont quitté le pays, elles ont laissé derrière elles un vide, rapidement comblé par ceux qui opéraient jadis sous leur regard protecteur. Ces groupes ne se sont pas évaporés, ils se sont adaptés, réorganisés, réarmés. Et ce qui s'ensuivit fut une série d'attaques ciblées, chirurgicales, visant les infrastructures de l'État, les responsables loyaux au régime et les villages accusés de soutenir la nouvelle direction politique. Ce n'était pas le fruit du hasard, c'était une riposte, une punition. Face à cela, Ibrahim Traoré n'a pas plié. Au contraire, il a consolidé les milices locales, renforcer les chaînes logistiques militaires et lancer des offensives agressives dans des zones historiquement dominées par les groupes insurgés. En quelques mois, des centaines d'assaillants furent neutralisés ou capturés. Certains d'entre eux avaient des liens directs avec des soutiens étrangers. Ce détail souleva une question brûlante. La crise sécuritaire au Burkina Faso est-elle purement interne ou est-elle nourrie par des intérêts extérieurs? Les critiques occidentales n'ont pas tardé, dénonçant des méthodes excessives. Mais à travers le continent africain, nombreux furent ceux qui virent dans ces actions une forme de clarté. Après des années à voir des dirigeants discourir pendant que leur peuple saignait, voici un homme qui n'attendait pas la permission pour protéger les siens. Et c'est là que surgit une menace d'un autre genre, une menace plus sournoise. Non pas une milice armée, mais une conspiration intérieure. Les rumeurs commencèrent à circuler. Des murmures dans les casernes, des réunions dans l'ombre. Le mot coup d'État surgit dans les conversations cryptées et les chaînes télégrammes. Car lorsque l'on ne peut pas contrôler un chef, on tente de dresser son armée contre lui. C'est ici que commence l'un des chapitres les plus sombres de cette révolution. En 2025, alors que l'armée burkinabé regagnait du terrain sur le terrain, une autre bataille se préparait en coulisses. Pas dans les zones forestières, mais au cœur même de l'appareil militaire. Tandis que les projecteurs du monde restaient braqués sur les combats et les opérations antiterroristes, un groupe restreint d'officiers et de soldats fomentait une trahison silencieuse. Leur but n'était pas simplement la prise du pouvoir, ils voulaient restaurer l'ordre ancien. Le Burkina Faso a tranché. Sa dignité ne serait plus échangée contre de l'aide conditionnée ou des promesses de sécurité illusoires. Mais ce choix audacieux
n'était pas sans conséquences. Lorsque les forces françaises ont quitté le pays, elles ont laissé derrière elles un vide, rapidement comblé par ceux qui opéraient jadis sous leur regard protecteur. Ces groupes ne se sont pas évaporés, ils se sont adaptés, réorganisés, réarmés, et ce qui s'ensuivit fut une série d'attaques ciblées, chirurgicales, visant les infrastructures de l'État, les responsables loyaux au régime et les villages accusés de soutenir la nouvelle direction politique. Ce n'était pas le fruit du hasard, c'était une riposte, une punition. Face à cela, Ibrahim Traoré n'a pas plié. Au contraire, il a consolidé les milices locales, renforcé les chaînes logistiques militaires et lancé des offensives agressives dans des zones historiquement dominées par les groupes insurgés. En quelques mois, des centaines d'assaillants furent neutralisés ou capturés. Certains d'entre eux avaient des liens directs avec des soutiens étrangers. Ce détail souleva une question brûlante. La crise sécuritaire au Burkina Faso est-elle purement interne ou est-elle nourrie par des intérêts extérieurs? Les critiques occidentales n'ont pas tardé, dénonçant des méthodes excessives. Mais, à travers le continent africain, nombreux furent ceux qui virent dans ces actions une forme de clarté. Après des années, à voir des dirigeants discourir pendant que leur peuple saignait, voici un homme qui n'attendait pas la permission pour protéger les siens. Et c'est là que surgit une menace d'un autre genre. Une menace plus sournoise. Non pas une milice armée, mais une conspiration intérieure. Les rumeurs commencèrent à circuler. Des murmures dans les casernes, des réunions dans l'ombre. Le mot « coup d'État » surgit dans les conversations cryptées et les chaînes télégrammes. Car lorsque l'on ne peut pas contrôler un chef, on tente de dresser son armée contre lui. C'est ici que commence l'un des chapitres les plus sombres de cette révolution. En 2025, alors que l'armée burkinabé regagnait du terrain sur le terrain, une autre bataille se préparait en coulisses. Pas dans les zones forestières, mais au cœur même de l'appareil militaire. Tandis que les projecteurs du monde restaient braqués sur les combats et les opérations antiterroristes, un groupe restreint d'officiers et de soldats fomentait une trahison silencieuse. Leur but n'était pas simplement la prise du pouvoir, ils voulaient restaurer l'ordre ancien, celui qui obéissait à Paris. Ce n'est pas une dérive, c'est une stratégie. Instrumentaliser l'ethnicité, c'est diviser pour mieux régner. Une nation fracturée est bien plus facile à contrôler depuis l'étranger. Plus les familles sont exclues, plus les insurgés reculent.